Merci, docteur Talebou, pour cette introduction. Bonsoir à tous les auditeurs. C'est vraiment un honneur pour moi et un plaisir de participer avec vous à ce webinaire mensuel de la Société camerounaise de pédiatrie. C'est encore un plus grand honneur pour moi de faire cette présentation sous la modération de mon maître, Dr Talebou, qui est celui qui m'a initié à l'infectiologie pédiatrique. C'était il y a un peu plus de 10 ans. Et avec qui j'ai fait mes premiers pas et avec qui j'ai eu mes premières discussions sur l'antibiorésistance que nous allons aborder aujourd'hui. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à signaler pour cette présentation. Notre thématique va être abordée selon le plan qui est présenté. Nous allons faire un petit tour pour ce qui est du contexte et des enjeux. Ensuite, nous aborderons les facteurs qui favorisent l'antibiorésistance. Nous passerons en revue quelques données, les plus récentes, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne. Nous verrons les conséquences de l'antibiorésistance et puis nous aborderons des aspects de la lutte contre l'antibiorésistance en Afrique subsaharienne. Alors, l'antibiorésistance qui peut être définie comme la capacité des bactéries à maintenir une croissance en dépit d'une antibiothérapie présumée efficace, est une problématique qui a été jusqu'à très récemment considérée comme abstraite. En effet, notamment en Afrique subsaharienne, on la voyait plus comme une problématique de laboratoire sans véritable lien avec la pratique clinique. Mais petit à petit, on revient à la réalité, notamment avec des revues qui précisent que en 2019, il y a près de 1 million de décès qui étaient associés à l'antibiorésistance, dont 250 000 décès qui pouvaient lui être directement imputés. Et puis, les prévisions pour 2050 ne sont pas très reluisantes. En effet, on pense que si rien n'est fait, on pourra comptabiliser près de 2 millions de décès directement liés cette fois à l'antibiorésistance, et ce uniquement en Afrique. Tenant compte du fait que le contexte africain il est particulièrement sensible, déjà du fait que le fardeau des maladies infectieuses y est plus élevé qu'ailleurs dans le monde, qu'il faut composer avec des ressources limitées, avec notamment un pipeline en termes d'antibiotiques disponibles qui est vraiment très faible et qui est très dépendant de ce qui provient de l'extérieur. Il est assez compréhensible d'intégrer le fait que l'antibiorésistance, en plus d'être une composante du top 10 des menaces de santé publique selon l'OMS, constitue en fait une menace à la survie pour les populations d'Afrique subsaharienne. Donc, pour ce qui est des facteurs favorisant l'antibiorésistance, il faut d'abord intégrer le fait que les bactéries ont ceci en commun avec l'homme, qu'elles cherchent tout simplement à se développer et à s'épanouir. Et en fait, tout ce qui va entraver ce projet va déclencher la mise en place de mécanismes d'échappement ou d'adaptation qui visent tout simplement à protéger l'espèce bactérienne en question. Donc, l'antibiorésistance doit être vue comme une réaction normale et en fait inévitable d'une bactérie en présence de l'antibiotique. Et malheureusement, là où l'homme intervient, c'est qu'il va se comporter d'abord comme un catalyseur, donc un accélérateur de la mise en place de cette antibiorésistance en facilitant une pression antibiotique sur les bactéries, mais également il va être un moteur de l'expansion de l'antibiorésistance par un certain nombre de comportements que nous allons voir plus loin dans la présentation. Donc, si on veut aborder les facteurs qui favorisent à la fois l'accélération de l'antibiorésistance, mais également son expansion à travers l'Afrique, on peut regrouper les facteurs juste pour des besoins de fluidité dans la réflexion en facteurs liés aux praticiens, dans lesquels on va retrouver tous ceux qui prescrivent des antibiotiques, tous ceux qui ont le droit de prescription, donc les médecins et puis les infirmiers, les facteurs qui sont liés aux patients, les facteurs qui sont liés à l'environnement et puis les facteurs qui sont liés à l'organisation du système de santé en lui-même ou à l'organisation de fonctionnement du pays en lui-même. Mais après, vous verrez qu'il y a certains facteurs qui sont
plus ou moins interconnectés et puis au final qui agissent les uns sur les autres. Pour ce qui est des facteurs liés aux praticiens, on se rend compte que le premier problème que nous avons, c'est que nos connaissances et nos pratiques pour tout ce qui est des notions liées à l'antibiorésistance sont insuffisantes, que ce soit ce qui concerne l'épidémiologie bactérienne en général et locale, que ce soit ce qui concerne la prescription, les indications de prescription d'antibiothérapie ou alors tout ce qui a à voir avec l'interprétation de l'antibiogramme et surtout la désescalade antibiotique, c'est-à-dire la restriction du spectre d'activité de l'antibiothérapie qui est prescrite une fois qu'on a les informations sur le type d'infection qu'on traite ou sur la bactérie qui est concernée, mais également tout ce qui a à voir avec la gestion de l'antibioprophylaxie dans certaines situations. Donc, quand on regarde les données africaines, par exemple, dans une revue publiée en 2025, on se rend compte que 60% du personnel a de bonnes connaissances, mais seulement 33% ont des pratiques qui sont jugées acceptables. À côté de ça, on a un paradoxe qu'on constate, c'est que moins on a expérimenté en médecine et mieux on utilise l'antibiotique, ce qui est un peu bizarre. Et puis on a une étude publiée par un chez collaborateur en 2021 que je vous conseille fortement de lire, qui, au travers d'un questionnaire assez complet, s'est intéressé à la prescription antibiotique par les médecins des hôpitaux tertiaires de Yaoundé. Et en fait, on se rend compte qu'en termes de connaissances, on a un score global qui est assez moyen, avec jusqu'à un quart du personnel qui a un score inférieur à 50%. À côté de ça, on a des pratiques qui sont vraiment insuffisantes, qui sont des bonnes pratiques qui sont de l'ordre de 14 à 25% pour tout ce qui a à voir avec la désescalade antibiotique, l'interprétation de l'antibiogramme et la durée de l'antibioprophylaxie. Indépendamment du score, 65% des personnels sont persuadés d'avoir de bonnes pratiques et ne voient pas l'antibiorésistance comme un problème qui se pose à leur niveau, mais plutôt comme une problématique voilà, un peu extérieure qui concerne d'autres personnels. Et puis, on a quand même 15% des patients qui ont leur prescription, pardon, 15% des personnels qui ont leur prescription qui est influencée par la volonté des patients ou alors par une certaine peur et non pas par le type d'infection qu'ils sont en train de prendre en charge. Et puis, comme autre problème qui se pose, c'est que les personnels recourent de manière insuffisante à la bactériologie, soit parce qu'elle n'est pas accessible, soit parce que simplement ils ont déjà initié une antibiothérapie, souvent de manière empirique et assez large, et puis derrière, pour des questions de moyens, pour des questions parfois même simplement de choix, ils n'ont pas fait de prélèvement bactériologique conséquent, et donc finalement, on a une antibiothérapie qui va être à spectre très large, qui va être prolongée, avec donc évidemment le risque de faire des résistances par la suite. Et puis, à côté de ça aussi, si on a affaire dans ce contexte à une bactérie qui est multirésistante, en l'absence de bactériologie, en fait, on n'est pas au courant et donc on ne met pas en place un certain nombre de mesures de protection qui pourraient éviter de répandre le germe en question dans le service. L'autre gros problème qui se pose, c'est que en termes d'hygiène des mains, on n'est vraiment pas très bon, en sachant que c'est l'une des premières mesures les plus efficaces pour limiter l'extension des infections nosocomiales. Et en fait, selon une étude publiée en 2019, le taux d'observance à l'hygiène des mains, il est vraiment pas optimal. On vise des taux au-delà de 80% et en fait, les meilleurs élèves sont ceux qui sont en néonatologie, qui sont à 68%. Et puis, on descend avec des valeurs vraiment très, très basses jusqu'aux services d'hospitalisation en pédiatrie qui sont autour de 12%. Et puis, seulement 12,1% de bonnes connaissances théoriques sur l'hygiène des mains. On a relié ça à une grosse charge de travail, au déficit infrastructurel, même en fait, où on n'a pas une mise en place de tout ce qu'il faut pour pouvoir faciliter cette hygiène des mains. Donc, à savoir tout ce qui est eau, savon, gel hydroalcoolique. Et puis, il n'y a pas, souvent dans ces structures, il n'y a pas un comité ou une équipe qui est chargée du suivi, en fait, de la pratique de l'hygiène des mains auprès du personnel pour pouvoir relayer éventuellement les insuffisances et les améliorer. Maintenant, pour ce qui est des facteurs liés aux patients, le principal facteur qui a été identifié, c'est l'automédication antibiotique, qui va être facilitée, notamment dans notre contexte, par une réglementation qui est assez légère quant à l'encadrement de l'accès aux antibiotiques. Selon une étude en 2022, elle a concerné près de 1/5 des parents, notamment les parents les plus jeunes, les parents de familles nombreuses, ceux avec un statut économique qui est bas, et puis le fait qu'un enfant présente une fièvre augmente le risque que le parent lui donne en automédication en antibiotiques.
Cela va de pair avec le risque de traitement inachevé par manque de moyens, mais aussi le recours à la contrefaçon, que ce soit en termes de médicaments qui vont être achetés un peu partout, mais également de contrefaçon en termes de prescripteurs qui vont être des personnes qui vont juste vouloir vendre des antibiotiques, qui vont se présenter comme un infirmier, ils vont se présenter comme un médecin, mais en fait qui n'en sont pas vraiment, et puis qui vont faciliter justement l'accès à l'antibiothérapie. À côté de ça, il y a les patients qui, de par leurs conditions, soit parce qu'ils font beaucoup d'infections à répétition dans un contexte voilà, de mauvaises conditions de vie, de vaccination incomplète, d'immunosuppression, ou tous les patients pour lesquels les antibioprophylaxies sont clairement indiquées, qui vont être beaucoup plus à risque d'avoir des bactéries résistantes, tout simplement parce que chez eux, la pression antibiotique va être beaucoup plus forte. Donc, on peut aussi être exposé aux antibiotiques dans l'environnement par l'agriculture, le levage. Dans ces contextes-là, souvent on utilise des antibiotiques ou des pesticides qui ont des effets antibiotiques pour préserver les cultures ou pour préserver les élevages. Et le souci, c'est qu'en absence de véritables réglementations qui permettent d'encadrer l'utilisation en précisant les types d'antibiotiques ou en précisant comment les utiliser, on peut avoir beaucoup de dérives. Selon le dernier rapport de la surveillance de l'antibiorésistance au Cameroun, on a de fait retrouvé de l'Escherichia coli, des salmonelles, du staphylocoque doré dans des résidus d'abat de poulet, dans des résidus de viande de bœuf, de viande de porc, avec des profils de résistance qui sont vraiment très inquiétants et donc qui vont constituer pour les consommateurs un vrai facteur de développer des infections sévères. À côté de ça, dans ces élevages, souvent on ne contrôle pas non plus la manière dont les déchets sont gérés. Et donc, en fait, on va avoir un gros risque de contamination environnementale par des selles, par du sang, par voilà, tout ce qui est déchets provenant de ces élevages qui sont déjà fortement imprégnés d'antibiotiques, mais également qui ont probablement déjà des germes résistants qui sont développés. À côté de ça, dans l'environnement, je ne trahis pas de secret quand je dis que voilà, on a beaucoup de soucis en termes de toilettes publiques, par exemple. Du coup, il y a des gens qui vraiment se mettent à l'aise un peu partout. On a un gros problème d'accès à l'eau potable. En fait, ces conditions-là vont favoriser la survenue des infections et donc augmenter le risque d'être traité par des antibiotiques et finalement de développer des bactéries résistantes. À côté de ça, les déplacements de population, qui soient des déplacements voulus, juste de plaisance, dont tout ce qui est voiture, avion, vont favoriser l'expansion de bactéries résistantes si elles existent déjà, ou alors les déplacements forcés dans le cadre des zones avec des points de sécurité. Tous ces déplacements-là vont favoriser l'expansion des bactéries. Et puis, si on s'intéresse aux facteurs structurels, il faut reconnaître qu'on a des politiques de santé publique qui sont encore insuffisantes, comme on l'a dit plus haut, pour ce qui est de la gestion des déchets ménagers, pour ce qui est de la gestion des déchets hospitaliers et même pour ce qui est du soutien à la capacitation des laboratoires pour pouvoir produire de bonnes analyses bactériologiques qui vont être utiles pour pouvoir gérer les infections. On a aussi le fait que les soins sont limités dans certaines régions et en fait, ça pousse certaines populations à faire de la même manière qu'ils font des stocks de nourriture ou des stocks de vivres, vont faire des stocks de médicaments parmi lesquels les antibiotiques parce qu'ils savent qu'ils vivent dans des zones où ils n'ont pas forcément accès. Ensuite, à l'intérieur de l'organisation des hôpitaux, les systèmes de prévention des infections intra-hospitalières, c'est pas encore ça. Peut-être au niveau central, on peut en parler, mais plus on va dans les structures périphériques, moins on a de l'eau, moins on a des équipements de protection individuelle, moins on a du matériel de nettoyage, ou parfois il y en a, mais l'utilisation n'est pas vraiment optimale, et puis moins on a des salles d'isolement pour les situations où on a affaire à des patients avec des infections dues à des bactéries résistantes. À côté de ça, la réglementation sur la vente des antibiotiques, comme on l'a dit plus haut, l'utilisation des pesticides, le système de surveillance même de l'antibiorésistance en lui-même, il n'est pas encore tout à fait optimal. Et puis, de manière globale, ça on le sait aussi, le budget de la santé, donc le budget qui est alloué, entre autres, pour s'occuper de ce problème, il n'est pas encore à la hauteur de ce qu'il faut. Donc, maintenant, on va passer en revue quelques chiffres. Tout d'abord, je vais vous montrer sur cette diapositive la liste des agents bactériens pathogènes dits prioritaires selon l'OMS. Ça, c'est la liste de 2024. Ils sont dits prioritaires parce que ils occasionnent un risque supplémentaire beaucoup plus important pour les populations parce qu'ils sont résistants à des antibiotiques qui ne sont pas déjà très faciles à trouver et aussi parce que
Ils vont justement occasionner des infections très difficiles à traiter, avec un haut risque de morbidité et de mortalité. La liste est mise à jour chaque année en fonction des données qui sont recueillies. Et donc, dans le groupe critique, on a la Cinetobacter baumannii qui est résistant au carbapénème. On a les entérobactéries qui sont résistants aux céphalosporine troisième génération. Et puis, on a aussi les entérobactéries qui sont résistants au carbapénème. On vient de rajouter le Mycobacterium tuberculosis qui est résistant à la rifampicine parce que lui aussi constitue véritablement un problème pour la prise en charge des patients atteints de tuberculose résistante. Et puis dans le groupe à haut risque, on a les salmonelles, les shigelles qui sont les salmonelles et les shigelles qui sont furoquinolone résistants. On a les Enterococcus faecium résistant à la vancomycine. On a Pseudomonas aeruginosa qui est résistant au carbapénème. Et puis on a le MRSA. Et puis dans le groupe de risque moyen, on a le streptocoque du groupe A qui est résistant au macrolide, qui a un problème pour les patients qui vont faire des angines, mais qui ont par exemple une allergie au bêta-lactam, qui vont être difficiles à traiter. Et puis on a les infections rétrovirales du groupe B, résistant à la pénicilline, qui risquent d'être à long terme un problème pour les nouveau-nés, puisqu'il fait partie des principaux germes responsables des infections néonatales. Donc, pour ce qui est de la région africaine OMS, comme nous l'avons dit en introduction, on compte environ 1 million de décès associés à l'antibiorésistance, donc un quart est directement imputable. Le plus gros de la mortalité est porté par les infections respiratoires basses, les bactériémies, les infections intra-abdominales et la tuberculose. Le pneumocoque, le Klebsiella pneumoniae, les Escherichia coli et le staphylocoque doré sont les principaux germes qui sont retrouvés. Et puis le plus gros de la mortalité est porté par le Klebsiella pneumoniae qui est résistant au C3G et puis le staphylocoque doré qui est méticillino résistant. Ils sont responsables à tous les deux respectivement de 53 et 34% des décès dans près de 47 pays. Voilà. Donc sur la première image, on voit le Cameroun qui se retrouve pour ce qui est de la mortalité associée à l'antibiorésistance dans des valeurs qui sont comprises entre 125 et 150 décès pour 100 000 habitants. Et puis, pour ce qui est de la mortalité directe, on a des valeurs de mortalité qui sont entre 30 et 40. Et puis en dessous, sur le diagramme en bande, en fait, qui représente la mortalité directement liée à l'antibiorésistance qui est confrontée à l'existence ou non d'un plan national de lutte qui est mis en place. Au moment de cette étude, le Cameroun avait justement, comme on l'a dit plus haut, une mortalité directe qui est entre 30 et 40 pour 100 000 habitants, avec un plan national de lutte contre l'antibiorésistance ou la résistance aux antimicrobiens qui était développé, publié, mais qui était encore vraiment en tout début d'implémentation, comme on le voit avec la teinte de vert clair, et n'était pas encore complètement mise en place comme c'est le cas pour des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Mali ou encore l'Érythrée où voilà, on a des plans qui sont déjà financés, publiés et beaucoup plus implémentés. Ensuite, je vais vous parler d'une étude qui a été réalisée, c'était une revue systématique que nous avons réalisée, qui a été publiée l'année dernière, qui s'intéressait à la fois au portage et puis aux infections liées aux entérobactéries résistantes aux céphalosporines troisième génération et puis au carbapénème, et puis qui concernait uniquement les enfants d'Afrique subsaharienne. Donc la première partie concernait le portage. On a retrouvé un portage de 32,2%, avec une acquisition nosocomiale qui était environ de 54%, ce qui est assez important. Le risque était 3 fois plus élevé d'avoir un portage de bactéries multirésistantes dans un contexte d'antibiothérapie dans les 3 derniers mois avant la consultation. Et puis, on avait quand même un portage d'entérobactéries résistantes au carbapénème de 3,6%. Je précise qu'il s'agit de données colligées dans toute l'Afrique et donc qui ne sont pas directement applicables au Cameroun. Il ne faudra pas s'en servir pour modifier des attitudes et autres. Et puis la deuxième partie de l'étude qui s'intéressait aux infections proprement dites à ces entérobactéries résistantes. Donc on avait des Escherichia coli dans les cultures avec 40,6% de ces Escherichia coli qui n'étaient pas sensibles aux céphalosporines troisième génération.
Et puis pour les Klebsiella, on avait 84,9% de bactéries résistantes au céphalosporine troisième génération, ce qui est assez important. Et puis quand on s'intéresse plutôt aux nouveau-nés, que je représente sur la droite, quand on questionne en fait l'antibiothérapie empirique habituelle qui est utilisée, on se rendait compte en fait que la gentamicine était inefficace dans 77% des cas et la substitution dans 70% des cas pour le Klebsiella. Et puis, on avait un taux de résistance qui était un peu plus bas pour le méropenem à 4,5%. Mais quand même, en sachant que souvent c'est la deuxième ou la troisième ligne de traitement, c'est quand même des valeurs qui sont un peu inquiétantes. Et puis pour les Escherichia coli, on avait plutôt un taux de résistance pour la substitution qui était quand même à 50%, et puis pour le méropenem qui était à 2,6%. Quand on regarde le rapport annuel de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens au Cameroun de 2023, qui a colligé des données provenant de 6 régions, pour ce qui est de la santé humaine, on a principalement le Escherichia coli qu'on a retrouvé à 52,3%, tout prélèvement confondu, le Klebsiella et puis le staphylocoque doré. On les a retrouvés dans les échantillons d'urine et de sang, et puis ils avaient des profils de résistance qui étaient assez élevés au céphalosporine troisième génération, et puis à l'amoxicilline et à l'acide clavulanique. Et puis en santé animale, on avait plus ou moins le même profil, toujours avec Escherichia coli en tête, le staphylocoque doré, et puis cette fois puis le salmonelle qui était retrouvé également. Ensuite, nous avons aussi cette très belle étude publiée par Nuke et collaborateurs cette année, qui se sont intéressés au profil bactériologique des infections néonatales précoces à l'hôpital gynéco et pédiatrique de Douala sur une période allant de 2020 à 2024. Ils ont retrouvé essentiellement des bacilles gram négatifs, avec surtout de l'Escherichia coli, du Burkholderia cepacia et plus de Klebsiella pneumoniae. Ce qui par contre est assez frappant, c'est qu'ils ont retrouvé des bactéries avec des profils de résistance assez inquiétants, notamment avec l'Escherichia coli qui a une résistance à la gentamicine de l'ordre de 45%, mais surtout du méropenem à 25%, ce qui est énorme. Et puis le Klebsiella pneumoniae qui est résistant à ceftriaxone à 55%. Qu'on a de temps en temps des espèces de pics d'infection à Burkholderia cepacia, qui est un germe qui est essentiellement d'acquisition nosocomiale, qui de base est presque toujours résistant au céphalosporine troisième génération. Et en fait, je pense que ce taux de 60% de résistance, il est probablement en dessous de la réalité, et pour lesquels les options de traitement sont souvent limitées, si on en croit le fait que même la ciprofloxacine est inefficace dans 40% des cas. Donc on a un pic en 2020, 2021 et puis 2024. Et en fait, cela pousse à se poser la question si durant ces périodes, il n'y a pas des failles peut-être dans le processus de prévention des infections associées aux soins. Et en fait, ça questionne sur le risque en fait d'avoir des moments de mortalité élevés à moyen et à long terme. Donc, c'est une étude qui est vraiment, vraiment très intéressante et puis qui permet en tout cas au moins pour le service qu'il a produit, de remettre à chaque fois en question un certain nombre de choses qui sont prises en charge dans le service. Donc, maintenant, on va parler des conséquences de l'antibiorésistance. Je pense que c'est des choses qui sont relativement logiques. C'est que si on a des infections résistantes, on aura des infections qui seront beaucoup plus difficiles à traiter, avec des patients qui vont mettre beaucoup plus de temps à l'hôpital, ça va coûter beaucoup plus cher. Et séjour hospitalier long signifie aussi risque plus important de contracter une infection associée aux soins. En sachant que ces enfants, souvent, comme on l'a vu dans la revue systématique publiée dans Lancet, ça augmente le risque d'avoir un portage de germes résistants et donc d'une transmission intracommunautaire de ces infections-là. Derrière, bien entendu, on a des coûts de traitement qui vont être beaucoup plus importants. On va avoir une perte de productivité parce que souvent, suivre un enfant hospitalisé, ça mobilise les familles sur une longue durée, et souvent avec justement une difficulté à assurer tout ce qui est travail autre.
Mais un autre point qui est aussi très important qu'il faut considérer dans notre contexte, c'est que ça va créer un gros stress et une anxiété, déjà même pour les soignants qui vont prendre ces patients en charge, mais aussi pour la population parce que ça va être quelque chose de difficile à expliquer, voilà, de dire qu'on est venu à l'hôpital, par exemple, pour un problème X et qu'on a contracté un problème Y qui potentiellement a entraîné des coûts supplémentaires, voire le décès. Donc ça risque de créer une grosse crise de confiance entre les populations et puis le système de santé. Et bien entendu, si on a plus d'infections difficiles à traiter, on va avoir un service de santé qui va être encore plus sous tension qu'il n'est en ce moment. Donc c'est vraiment un gros coup global de l'antibiorésistance dans notre milieu. Donc, maintenant, nous allons nous intéresser aux stratégies de lutte contre l'antibiorésistance. Au niveau central, à l'OMS, compte tenu du fait que voilà, il s'agit d'un problème qui est, comme nous l'avons dit plus haut, qui a une portée mondiale, il y a un plan d'action global contre la résistance antimicrobienne qui a été mis en place et qui est basé sur une approche dite One Health, dont vous avez sûrement entendu parler, et puis qui considère à juste titre que les santé humaines, environnementales et puis animales sont étroitement liées et que donc si on veut avoir une action efficace et pérenne, il faudrait tenir compte de ces trois éléments pour pouvoir justement mettre des stratégies en place. Donc, on a ce plan d'action global, on a le système de surveillance de la résistance antimicrobienne globale aussi qui est fait au niveau de l'OMS. Et donc, le but, c'est de pouvoir mettre en place des choses au niveau régional, mais aussi au niveau national. Sur le plan national, il faut mettre en place un plan national de lutte contre la résistance antimicrobienne, ce qui est déjà le cas. Et puis, il faut pouvoir justement implémenter des actions qui sont centrées sur les personnes, qui tiennent compte des spécificités locales des pays, et puis qui intègrent à la fois tout ce qui va participer à faire une bonne gestion des antimicrobiens, qui va contribuer à faire une bonne surveillance en mettant à disposition des informations stratégiques qui vont permettre voilà, d'éclairer toutes les réponses qui vont être faites et de procéder à une espèce de suivi, évaluation de ce qui est fait. Et puis, chaque fois, il faudra faire un bilan, définir des priorités pour la recherche et le développement de produits, si c'est possible, dans le domaine justement de cette résistance aux antibiotiques. Donc, à notre niveau, en tant que personnel de santé, on a déjà vu ensemble les différents facteurs qui sont associés à l'expansion de l'antibiorésistance. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à ce niveau? Déjà, on va prescrire mieux les antibiotiques. Et puis, pour ça, on a plusieurs outils qui sont à notre disposition. Je vous présente le principal, qui est le guide d'antibiothérapie des pathologies bactériennes courantes au Cameroun, qui a été édité en octobre 2024, donc c'est vraiment tout récent, et puis qui permet d'apporter des informations à la fois sur les infections les plus courantes chez les adultes et chez les enfants, et puis qui donne des directives par rapport au type d'antibiotique qui doit être utilisé en se servant de l'outil AWARE qui est fourni par l'Organisation mondiale de la santé et en fait qui classe les antibiotiques en access, donc à comprendre comme de première intention pour les traitements, watch, c'est-à-dire ce qu'on prend en deuxième intention, et puis reserve en troisième intention vraiment pour les infections graves, pour les infections avérées à des germes multirésistants. Et c'est un outil qui doit être vraiment vulgarisé parce qu'il permet vraiment d'avoir une meilleure approche, puis une meilleure gestion des antibiotiques qui sont disponibles. Deuxième chose, il faut vraiment s'impliquer dans la prévention, le contrôle des infections dans les formations sanitaires. Pour ce faire, on a aussi un outil qui est disponible, qui est le guide national de la prévention et du contrôle des infections dans les formations sanitaires, et en fait qui permet déjà d'identifier toutes les situations dans lesquelles on est à risque en fait de favoriser l'expansion des infections, et puis qui permet aussi de mieux organiser à la fois tout ce qui est protection individuelle, lavage des mains, les indications, le port des gants, les indications et les non-indications, mais aussi qu'il y a un aspect qui est très important à mon avis et qui n'est pas forcément pris en compte, c'est
tout ce qui est nettoyage des surfaces. Parce que souvent, quand on observe un peu, voilà, les agents d'entretien qui sont un maillon extrêmement important dans la prévention des infections associées aux soins ne sont pas toujours formés. Et puis, voilà, ce n'est pas toujours très clair comment on doit nettoyer ci ou ça, dans quel ordre nettoyer, ou qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu négligé, pour lequel, dans ce guide, on peut avoir justement des solutions ou des directives pour améliorer cet aspect. Et bien entendu, il faut travailler ensemble avec la communauté, faire la promotion de la santé, leur expliquer relativement tôt quelles peuvent être les conséquences de l'antibiothérapie mal administrée ou de l'utilisation des médicaments contrefaits, faire la prévention des maladies en faisant la promotion de l'hygiène de l'environnement, en tout cas au niveau individuel, et bien sûr la promotion de la vaccination, mais surtout avoir une approche plus de collaboration qu'une approche paternaliste, ce qui est souvent un problème justement chez nous, parce que souvent on est plus enclin à donner des ordres ou à donner des directives sans pour autant faire attention au contexte qui peut pousser telle ou telle famille à adopter telle ou telle attitude. Et donc, si on veut avoir quelque chose qui fonctionne, il faut vraiment tenir compte du fait qu'il y a des familles qui ont des conditions difficiles. Ce n'est pas toujours évident de se rendre à l'hôpital, ce n'est pas toujours évident de laisser le travail pour amener un enfant qui est malade, ce n'est pas toujours évident de venir rester en hospitalisation pour, voilà, pour participer aux soins. Et donc, il faut autant que possible proposer des solutions qui évitent de pousser les familles à prendre des décisions un peu radicales. Et là, je pense surtout, par exemple, aux réseaux sociaux. Moi, je trouve intéressant ces consultations qui peuvent être faites à distance, surtout pour des cas simples comme voilà, des infections virales qui sont assez fréquentes en pédiatrie, pour lesquelles on peut, voilà, on peut proposer aux familles, par exemple, d'avoir une approche conservatrice juste avec un traitement symptomatique, et puis de prendre des nouvelles soi-même 48 heures après en se disant, OK, comment va l'enfant, est-ce que ça va mieux? Voilà, je pense qu'une approche comme celle-là peut tranquilliser un peu plus le parent et faire en sorte que, avant de se lancer dans l'achat d'un antibiotique chez le boulanger du coin, qu'il prenne votre avis en disant, il fait toujours de la fièvre après 2 jours, qu'est-ce que je fais? Donc, voilà, avoir une approche vraiment de collaboration avec les familles pour pouvoir euh, gérer ensemble ce problème de l'antibiorésistance. Et puis au niveau structurel, je pense que parmi nous, il y a des gens qui ont un pouvoir de décision, en sachant que le premier plaidoyer, il est fait par les personnels de santé, à la fois dans la manière dont ils euh, gèrent leurs patients au quotidien, mais aussi à travers la recherche qu'ils font, les résultats qu'ils publient. C'est un moyen de pousser le politique à vraiment s'intéresser à tout ce qui est réglementation pour la gestion d'antibiotiques dans l'élevage, pour l'accès à l'eau, pour l'accès aux médicaments, et même pour l'organisation intra-hospitalière, pour faciliter la bonne pratique, par exemple, de l'hygiène hospitalière. Et puis, dernière chose, la surveillance est extrêmement importante. Il faut pouvoir questionner les pratiques, il faut pouvoir recenser tout ce qui se passe comme infection, pouvoir identifier les germes et pouvoir reporter ces données au niveau central. Ça permet d'avoir une vraie vision globale, puis une vraie vision contextuelle, et de pouvoir mieux adapter ce qu'on fait. La plupart des données, enfin une partie des données que je vous ai présentées, il s'agit aussi de modèles statistiques qui sont en fait des projections, qui ne sont pas forcément le reflet de ce qui se passe. Et le fait qu'on continue d'avoir un enregistrement des données qui est manuel fait qu'il y a un risque de perte, que ça devient un peu c'est assez irrégulier dans la collecte des données, et donc ça ne facilite pas forcément a posteriori la prise de décision. Mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, notamment avec les laboratoires pour la surveillance de la résistance antimicrobienne, qui permettent quand même de collecter des données, mais même nous, en tant que praticiens, voilà, faire de bonnes études, même locales, et puis collecter ces données permet, voilà, à distance voilà, de mieux prendre des décisions, et puis de s'ajuster en fonction de notre propre contexte.
Donc, pour conclure, ton antibiorésistance, c'est vraiment un problème euh, très sérieux qui, malheureusement, risque d'amoindrir les efforts que nous mettons chaque jour à soigner nos patients. Et puis, donc, il est extrêmement important de s'y intéresser pour ceux qui ne le faisaient pas encore. Je vais juste, sur cette image, vous présenter le thème de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens qui se célèbre chaque année maintenant, à la dernière semaine, à la troisième semaine de novembre. Cette année, c'est du 18 au 24 novembre. Et puis, le thème, c'est Agissons maintenant, protégeons notre présent et sécurisons notre avenir. Je vous présente les références pour cette présentation. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Merci.